Il arrivait souvent à l'empereur dans les cœurs de ses campagnes qu'on le réveillait subitement pour des circonstances instantanées. Il se levait aussitôt, on n'eût pas deviné à ses yeux qu'il venait de dormir. Il donnait ses décisions ou dictait des réponses avec la même clarté, la même fraîcheur d'esprit que si eux était en tout autre moment. C'est ce qu'il appelait la présence d'esprit d'après minuit. Elle était complète et extraordinaire chez lui. Il est arrivé dans ces circonstances qu'on le réveillait peut-être jusqu'à 10 fois dans la même nuit, et on le trouvait toujours endormi parce qu'il n'avait pas encore satisfait tout son besoin d'y sommeil. Se vantant un Dieu de cette facilité de sommeil et de peu qu'ils lui ont fait à un de ses ministres, le général Clark. Celui-ci lui répondit plaisamment: c'est bien ce qui nous désole, sûr, car c'est souvent à nous dépend et nous en descendons parfois quelque chose. L'empereur faisait tout par lui-même et presque tout par la voix de son cabinet. Il nominait à toutes les places, substituant la plupart du temps des nouveaux noms dont ses ministres lui adressaient la proposition. Il essayait leurs projets, les adopter, les rayer ou les modifier. Il faisait jusqu'aux notes même de son ministre des Relations extérieures qui dictait à son secrétaire bénévole, pour lequel il n'avait nul secret. C'était encore par l'intermédiaire de celui-ci qui écrivait au souverain ou surveillait avec eux un formulaire qui lui avait fait rédiger sous les protocoles du passé et à la rigueur duquel il attachait beaucoup d'importance. Les ministres travaillant tout en commun avec l'empereur un jour fixe de la semaine, à moins des cas particuliers ou accidentels dans les affaires ou dans le ministère. Le travail de chacun suffisait en présence de tous les autres qui pouvaient y prendre part. Chacun vidait de la sorte son portefeuille. Un registre consacré les délibérations. Il doit donc exister un grand nombre de volumes. Les objets arrêtés demeuraient un peu la signature qui se faisait par l'intermédiaire du ministre secrétaire d'État qui l'a certifié. Parfois, quelques-uns de ces objets, bien qu'arrêtés, passeront au cabinet avant la signature, puis être revus et modifiés. Les ministres des Relations extérieures étaient les seuls qui, prenant part au travail général des autres ministres, avait en outre, par la nature secrète de ses fonctions, un travail particulier avec l'empereur. L'empereur confiait le travail du personnel de la guerre à un de ses aides-de-camp et prédilections. Duroc jouit longtemps de cette confiance, puis Bertrand et Loristan, le comte de Loro, a été le dernier. Monsieur Meneval d'une santé très faible, épuisé par le travail, besoin de repos. L'empereur le plaça alors auprès de Marie-Louise. C'était une canonica, disait-il, une vraie sinecure. Mais ils ne s'en sépara néanmoins que sous la condition de revenir à lui dès qu'il serait rétabli, ce qu'il ne manquait pas de lui rappeler toutes les fois qu'il le voyait. Avec Meneval finit l'unité de travail dans le cabinet. Il eut plusieurs successeurs ensemble et le cabinet de l'empereur devint alors un bureau, une espèce d'administration assez nombreuse. L'empereur y admis, sur la recommandation d'autres qui croyaient pouvoir en répondre comme Dieu. Même quelqu'un qui, en 1814, au moment de la crise, reçut l'ordre de brûler les pièces du cabinet. Mais il se permit de les soustraire à la restauration assise et écrivit
à un des ministres du roi, puis lui offrir. L'empereur en trouva la preuve au 20 mars dans les papiers lasés aux Tuileries, et entrant un matin dans son cabinet avant que personne ne fût encore arrivé, il écrivit plusieurs fois sur un papier en asseyant sa plume. Un tel est un traître. Un tel est un traître. Elle le posa à la place de l'un de ceux qui lui avaient recommandé. Homme du reste depuis son compte, disait l'empereur, d'un dévouement et d'une fidélité à toute épreuve. Ce fut là toutes les reproches que lui fit Napoléon et toute la vengeance qui fit peser sur le coupable.